Bonjour tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. En fait, j'avais plusieurs scénarios pour introduire mon sujet. Mais comme je travaille habituellement avec le visuel, je vais commencer par cet enchaînement des images génératives que j'ai créé à partir des requêtes textuelles en lien avec la reconnaissance faciale et le visage. Alors, une idée qui m'habite depuis un certain temps est que les systèmes biométriques bouleversent notre conception de l'identité en transformant le corps et les données personnelles en nouvelles sources d'identification. L'œil, le visage, notre attitude. Chaque jour, notre corps est observé, scanné, numérisé, comparé. Pourquoi ces besoins permanents de mesurer les êtres vivants pour les reconnaître, les identifier, les contrôler? Quelle place occupent les technologies de la reconnaissance faciale dans nos habitudes et dans nos façons de nous définir? Aujourd'hui, il ne fait presque aucun doute que la reconnaissance faciale est manifestement entrée dans nos habitudes liées à l'utilisation de plus en plus massive de la biométrie. Appelée à faire partie de notre quotidien, la technique de la reconnaissance faciale renvoie maintenant à un éventail de traitements calculatoires et automatiques qui dépassent les finalités de la reconnaissance, de la confirmation ou de l'authentification identitaire. Non seulement la technologie de la reconnaissance faciale se démocratise au sein des programmes frontaliers, elle fait également partie des fonctionnalités de verrouillage intégrés dans les interfaces des plus récents téléphones intelligents, des applications pour sécuriser l'accès à divers services tels que le paiement, l'accès à des zones protégées sur les lieux de travail ou la gestion des files d'attente. Ici, vous voyez un extrait de mon archive numérique d'expérimentation, dans la recherche des effets d'animation, par exemple, où l'application utilise la reconnaissance des visages dans une image. La reconnaissance faciale se propage aussi dans le secteur des médias et du divertissement à travers une offre qui compte un nombre croissant d'applications numériques permettant des transformations programmables des visages, allant de la simulation du vieillissement facial à l'animation des figures de synthèse, créant ici des effets de présence saisissants. Les logiciels de la reconnaissance faciale sont aujourd'hui disponibles pour tous. La page des résultats tutoriels logiciels de reconnaissance faciale du moteur Google offre près de 134 000 catalogues étonnants des recommandations et des démarches qui couvrent différents aspects de la reconnaissance faciale, allant des bases de la technologie à des applications plus avancées. Ces grandes leçons des moteurs de recherche doivent nous permettre de comprendre comment fonctionne la reconnaissance faciale et surtout comment l'implémenter. Techniquement, la reconnaissance faciale est un sous-ensemble d'un domaine de la vision par ordinateur. Ce domaine a pour objectif de créer des algorithmes pour extraire de l'information venant d'images, comme identifier des objets avec des mots-clés, des tags, détecter des objets avec leur position dans l'image, catégoriser des images, détecter des éléments géographiques, détecter et identifier des visages. Donc, sans aller dans les détails des fonctionnements, j'aimerais uniquement éclaircir quelques points. Pour réaliser les scénarios qui se trouvent sur ces graphiques, il est très difficile de développer un algorithme déterministe. Par exemple, celui qui est utilisé pour des applications de gestion avec des instructions conditionnelles, qui utilisent les si et qui permettent la création des boucles, par exemple. Afin de déduire que dans la combinaison des pixels, il y a ou non une image ou un visage, des algorithmes basés sur des principes d'intelligence artificielle sont plutôt probabilistes. On dit qu'ils sont stochastiques, ce qui veut dire que le résultat sera une probabilité d'exactitude de la réponse, et l'objectif étant de se rapprocher de 100%. J'aimerais vous montrer mon propre logiciel de reconnaissance faciale
conçu spécialement pour moi par un professionnel en informatique et chercheur chez Adobe Research, parce que les tutoriels disponibles sur Google étaient encore trop complexes pour moi. Alors, j'ai cherché une manière à rendre tangible, plus accessible et concret ces processus automatisés d'échantillonnage et de cartographie des visages générés par un outil de reconnaissance faciale. L'idée en arrière de ces logiciels, intitulé le projet des marqueurs faciaux, est de permettre le suivi en temps réel du fonctionnement de l'algorithme qui a été entraîné à détecter un visage capturé par la webcam de l'ordinateur et qui doit apporter évidemment la bonne réponse, qu'on peut voir sur ces images. Donc, je suis sûre à 95 ou à 99% que sur cette image, il y a un visage. Le point important, c'est qu'on ne peut pas jamais demander à un algorithme de reconnaissance faciale d'avoir une réponse fiable à 100%. Le contraire serait totalement utopique. Aussi, il faut savoir que pour apporter une réponse la plus précise possible, l'algorithme doit apprendre à apporter cette bonne réponse. Donc, apprendre, cela signifie que c'est le réseau de neurones deep learning qui va construire l'algorithme finalisé pour détecter un visage. Pour cela, on va lui donner des informations à entrer à travers une base de données avec une réponse. Et la reconnaissance faciale, en vérifiant la correspondance de l'image source avec sa base de données, passera par une analyse statistique. Ici, mon but est de performer le projet des marqueurs faciaux. Mon portrait, façonné par des processus internes, toujours inconnus, mais représente sous forme d'une approximation basée sur des éléments clés, mais donnant accès au code essentiel de ma reconnaissance. La zone de mon visage est nettement définie et les coins des yeux et du nez sont clairement visibles. Sans filtre ni masque, je suis l'arrière-plan traité à une vitesse à 7,52 images par seconde. Ma validation exige un haut niveau de confidence. Les rendus statistiques ajoutent un effet visuel presque magique à cette procédure. Mes clins d'œil ou les mouvements des lèvres déclenchent immédiatement l'apparition d'un jeu de couleurs sur mon schéma biométrique. Dans cette discrimination probabiliste stochastique, le visage est localisé par les coordonnées des boîtes englobantes et des repères faciaux. Mesuré sur une échelle graduée des images par seconde, le visage répond au seuil de certitude qui délimite la frontière à partir de laquelle il ne s'articule plus en fonction du degré de ressemblance, mais en fonction de la gestion des probabilités. Les statistiques sont intégrées directement dans ma présence. Qu'est-ce qui se met en jeu dans ces logiques d'approximation? Je vous propose alors un autre cas pratique. Imaginez que vous êtes sur une plateforme de communication virtuelle VRGO, où vous pouvez entrer en relation avec d'autres utilisateurs par l'intermédiaire d'une masque numérique. Pour débuter les échanges interactifs, vous êtes invité d'abord à vous présenter dans le hall d'entrée ouvert à tous, appelé lobby selon le vocabulaire utilisé dans cet espace virtuel. En parcourant les brèves instructions, vous apprenez que lors de vos échanges, vous pouvez naviguer avec votre nez. Essayez. Inclinez votre tête vers le haut et votre avatar monte. Faites-le descendre en penchant votre tête. Tournez votre tête vers la droite pour aller à droite et vers la gauche pour aller à gauche. L'interface vous permet ainsi de flotter librement à travers l'écran, vous approchant ou vous éloignant des autres internautes présents dans le lobby ou dans la salle Room. Ce projet de l'artiste néerlandaise Martine Stig, intitulé VRGO, est une plateforme interactive virtuelle que Stig a lancée lors du Symposium international de l'art électronique tenu à Montréal en 2020, en lien avec son travail de recherche intitulé Art for Machine. Dans le cadre de ces projets, réalisés en collaboration avec une équipe de spécialistes en informatique, Stig tente d'explorer les technologies d'intelligence artificielle en relation avec de nouveaux paradigmes de l'identité. En réalisant ces projets pendant la pandémie de COVID-19,
Les concepteurs de VeilGo se positionnent de manière créative envers la normalisation des pratiques de communication à travers des technologies de visioconférence telles que Zoom ou Teams. VeilGo permet la participation à des réunions en ligne en utilisant un logiciel de reconnaissance faciale. Les utilisateurs communiquent en face à face en tirant parti des masques biométriques personnalisés. Ces masques, devenus des effets interactifs, sont diffusés en temps réel sur les écrans des internautes sans que leurs données ne soient stockées ou partagées. Comme une nouvelle forme d'expression numérique, la proposition expérimentale et ludique VeilGo a été créée avec l'intention de développer des filtres intégrés au logiciel de visioconférence par l'utilisation de modèles alternatifs de reconnaissance faciale. Le but de ces projets consiste à transformer un outil de surveillance en un outil créatif et un terrain de jeu collectif. Avant de communiquer sur la plateforme, l'utilisateur de VeilGo crée son avatar biométrique et règle son degré d'anonymat en manipulant des lignes, des points et des formes colorées. La transformation du visage en un masque numérique se réalise par l'interaction qui résulte de la réappropriation du logiciel de reconnaissance faciale. VeilGo capture les données vectorielles associées à des repères du visage, facial landmarks, qui procurent la matière à la création des masques numériques issus des paramètres des expressions émotionnelles des utilisateurs. Ainsi, les opérations algorithmiques des systèmes de reconnaissance faciale sont traduites par un langage visuel articulé à travers les avatars biométriques. Il se met en place une stratégie invitant à réfléchir sur le processus de capture algorithmique et sur les façons dont celui-ci modèle la perception de nos visages. Ces deux exemples permettent d'appréhender une forme particulière d'inscription numérique du sujet contemporain. À l'heure actuelle, la généralisation et la popularisation des outils de reconnaissance faciale suscitent de nombreuses interrogations quant à la préservation de l'anonymat et aux limites de la visibilité. Ces préoccupations sont particulièrement pertinentes dans un contexte où les frontières de la vie privée semblent de plus en plus minces et où la surveillance omniprésente réduit les possibilités d'échapper à cette surveillance. De plus, il apparaît aujourd'hui de nouveaux défis. Règle générale, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les outils de reconnaissance faciale sont testés et entraînés à l'aide d'un logiciel qui utilise des vastes bases de données d'images appelées datasets ou jeux de données qui contiennent des visages des personnes réelles. Ces images peuvent provenir des médias sociaux, d'applications ou d'autres sources disponibles sur le marché des images d'entraînement utilisées pour la reconnaissance faciale. Toutefois, récemment, il est apparu une nouvelle forme d'intégration des données qui a pour but à améliorer la calibration et la robustesse des systèmes de reconnaissance faciale. L'approche consiste à enrichir les bases de référence en générant des visages à l'aide d'images synthétiques créées par ordinateur ou collectées sur les sites où une intelligence artificielle peut générer des visages de manière aléatoire, comme les images que vous voyez. Ainsi, les programmes sont capables d'apprendre aussi efficacement et avec plus de précision avec des images synthétiques qu'avec des échantillons réels. Certes, cette méthode vise un effet positif indubitable puisque, initialement, elle est développée afin d'équilibrer synthétiquement les données de formation de manière que l'algorithme final soit plus équitable vis-à-vis des groupes minorités en réduisant les risques de distorsion ou d'exclusion. Néanmoins, il se dessine un changement paradigmatique qui transforme notre conception traditionnelle d'identité. L'enjeu présenté illustre le fait que la biométrie s'enracine de plus en plus profondément dans un paradigme où le corps devient une source cruciale d'identification conditionnée par un imaginaire de précision et d'exactitude sans précédent. Cela entraîne une profonde diminution de la confiance accordée à une identité déclarée et racontée
conduisant à l'effacement des pratiques de construction identitaire par le récit au profit de l'authenticité garantie par l'analyse numérique des données corporelles. L'identité narrative, qui répond aux questions essentielles de notre existence identitaire, perd de son importance dans la formation de notre subjectivité. Les dispositifs de reconnaissance faciale, loin d'être neutres, introduisent des micropolitiques basées sur les récits de l'authenticité corporelle, valorisant la collecte des données. Cette numérisation de l'authenticité dissimule une vision idéalisée du corps matière, déconnectée des complexités et des incertitudes de subjectivité, et s'impose en tant qu'unique moyen d'accéder à la vérité et la connaissance du corps et donc de la personne. Les systèmes biométriques ne sont pas seulement des outils, ce sont également des structures de la perception qui transforment la conception de l'identité en plaçant le corps et les données personnelles au cœur du processus d'identification. D'un point de vue psychologique, l'identité constitue la subjectivité de l'individu, tandis que, d'un point de vue philosophique, elle demeure liée à la conciliation entre mémété et différence. Par exemple, dans la pensée de Paul Ricoeur, il y a une réflexion qui porte sur la distinction de ces deux pôles de l'identité, celui de l'identité idem ou de l'identité mémété, ainsi que celui de l'identité ipsé. Appliquée à l'identification biométrique, la formule de l'identité idem peut correspondre aux caractéristiques invariables du corps, comme certaines caractéristiques physiques du visage cartographiées par les outils de la reconnaissance faciale. Cependant, Ricoeur rappelle qu'il est insuffisant de se contenter de définir l'identité uniquement à travers l'identité idem. Il est essentiel de tenir compte de l'identité ipsé, qui implique la relation avec autrui, l'aspect relationnel et émotionnel dans la construction identitaire. Or, c'est le cas des systèmes biométriques qui, par leur focalisation sur l'identification de l'individu à travers les parties inchangeables du corps, réduisent l'identité à sa dimension l'idem en échappant une ligne directe avec l'ipsé. Y a-t-il une voie de sortie? Dans ces contextes de développement des technologies, les œuvres d'art et les pratiques artistiques sont appelées à jouer un rôle spécifique. L'art, vu comme un contre-milieu ou un antidote, devient plus que jamais un moyen de façonner la perception et le jugement. L'art peut agir comme une sorte de radar, un système de détection à distance, nous permettant de repérer des phénomènes sociaux et culturels. Lorsque Ricoeur nous invite à juste titre à intégrer le rapport à l'autre, reconnu dans son altérité, la proposition artistique Virgo ou le projet des marqueurs faciaux implique chacun à sa manière l'aspect relationnel et sensible dans l'opération biométrique à travers l'appropriation d'outils de reconnaissance faciale à des fins de stratégies d'auto-expression. Par exemple, l'éditeur de masques permet à l'utilisateur de rendre l'esthétique de sa présence numérique manipulable en sélectionnant et en colorant des régions spécifiques de son masque virtuel, offrant ainsi un sentiment du contrôle total sur son apparence visuelle. En outre, ces projets offrent l'opportunité d'explorer de nouvelles utilisations de la reconnaissance faciale au-delà de son rôle de dispositif de vérification et d'identification. La technique est finalement aliénante pour certains, devient également individuante parce qu'on se rend bien compte qu'elle permet un certain retour sur soi qui va aussi constituer la personnalité. Merci.